Bon, alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui s'invite quand même pas mal dans les discussions de manière tout au moins indirecte, c'est finalement la question du déclin de l'humanité. Est-ce que c'est un constat ou est-ce que c'est une prophétie, hein? Est-ce que finalement, ce chaos vers lequel on irait, c'est quelque chose qui a une nature réelle ou bien est-ce que c'est plutôt de l'ordre d'une vision apocalyptique, d'une vision ésotérique, etc. Alors, je vais aborder ça sur plusieurs angles dans la vidéo. Tout d'abord, euh, le désalignement qu'il peut y avoir entre la question du savoir, de la connaissance et la question de la conscience. Voilà. Ça, je pense que c'est un premier point important à aborder. Ensuite, il y a la question de la violence au sein d'une espèce, la violence humaine, la violence des humains envers leurs congénères versus la violence animale, la violence d'autres espèces. Comparer un peu ça et voir un peu à quoi ça nous mène et la conclusion que l'on peut en tirer. Ensuite, on parlera de l'abondance. Est-ce qu'il existe une abondance naturelle suffisante ou pas? La question de la technologie, le savoir, la connaissance, effectivement, mis au service du développement de la technologie et particulièrement l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Euh, la connaissance en elle-même, effectivement, on y reviendra là, mais pour le coup, essayer de savoir comment la connaissance, en tant qu'outil vertueux finalement de, de développement, comment utiliser ça justement, on va dire intelligemment. C'est le sous-titre, l'intelligence sans conscience. C'est ça l'anatomie du désalignement, à mon sens. Ensuite, on parlera donc des lois universelles. Les lois universelles, finalement, les lois de rythme, la loi des cycles. Est-ce que finalement, on n'est pas voué toujours à rester dans ce cycle de développement d'une civilisation, naissance, développement et puis chaos d'une civilisation? Et est-ce qu'on peut changer notre ligne de futur ou pas? Voilà. Alors, la première des questions, finalement, c'est le désalignement, comme je l'ai dit, qu'on peut constater entre le savoir et la conscience. L'humain, en des quelques millénaires, il a acquis un niveau de connaissance et un savoir qui sont sans équivalent dans le domaine du vivant, hein, dans le domaine animal, végétal, etc., tous les domaines confondus. Et ça, dans tous les domaines, c'est un savoir aussi bien au niveau science, au niveau technique, au niveau introspection, au niveau psychologique, au niveau système de pensée. Voilà, il y a un niveau de conscience et un niveau de connaissance, pardon, qui n'a jamais été atteint. Mais à contrario, justement, d'où le lapsus que je viens de faire, ce développement intellectuel, le développement de ce savoir n'a jamais été accompagné à la même vitesse du développement de la conscience, d'un développement de la conscience équivalent qui devrait normalement le guider. Donc le problème, c'est pas un manque de savoir, puisque justement, on voit qu'on a eu un savoir, des connaissances qui ont absolument explosé. C'est que ce savoir, il n'a pas été mis au service de ce qu'il devrait éclairer, selon moi. Parce que le savoir, la somme de savoir, la somme de connaissances, elle suffit largement aujourd'hui à anticiper les conséquences de nos actes, hein, que ce soit climatique, que ce soit social, que ce soit humaine. Mais malgré cette capacité de prévision inédite, eh ben, l'humain continue de se faire la guerre, d'épuiser ses ressources naturelles, de reproduire toujours et toujours les mêmes schémas destructeurs. La connaissance de toutes ces conséquences ne suffit pas à elle seule pour empêcher la répétition. Ça, c'est, voilà, premier aspect du constat. Deuxième aspect, alors on a une véritable violence, hein, cette violence entre les humains, cette violence de groupe et même cette violence au niveau individuel de plus en plus dans nos sociétés. Alors on a tendance à dire oui, moi, ça n'existe pas chez les animaux. Alors, oui et non, hein, parce que la violence intra-espèce, elle n'est pas propre à l'humain. Hein. C'est son échelle et sa nature, par contre, elles qui le sont très différentes. Hein. Alors, si je développe effectivement, contrairement à une idée reçue, la violence entre les individus d'une même espèce, c'est pas une exception dans le règne animal. Vous savez, l'infanticide chez les lions, hein, vous avez des vieux mâles qui vont tuer les lionceaux d'une portée s'ils menacent l'intégrité du groupe selon eux, ils sont trop nombreux.
Vous avez des raids intergroupes chez les chimpanzés, hein, avec des batailles, il y a une mortalité, un taux de létalité qui est vraiment important par rapport à notre violence à nous. Et vous avez du cannibalisme chez un certain nombre d'espèces. Et vous avez aussi quelque chose de... on peut constater des exactions fratricides chez de nombreuses espèces de rapaces, le premier oisillon tuant les autres œufs pour pouvoir être sûr d'avoir suffisamment de nourriture pour nous. Voilà. Donc il y a une violence avérée dans le monde animal qui quelque part même est supérieure. Le problème, ce qui distingue réellement l'humain de l'animal, dans sa bêtise, quelque part, je vais être amené à le redire, c'est pas l'existence du conflit, qui est universel dans le vivant, mais c'est son échelle et la préméditation industrialisée. C'est-à-dire, il n'y a aucune espèce qui va mobiliser toutes ses ressources, toute une économie, pour pouvoir faire de l'extermination de masse. Ça n'existe pas. Il y a une déconnexion totale avec le besoin de survie immédiate. C'est-à-dire que dans le règne animal, on tue pour son territoire, on tue pour bouffer, on tue parce qu'il n'y a plus assez de ressources. On tue éventuellement pour la reproduire, parce qu'on ne peut pas se reproduire. Mais on ne tue pas pour une idéologie dans le monde animal. On ne tue pas pour un profit différé. On ne fait pas par calcul. Hein, et on ne tue pas pour un territoire ou une ressource, hormis pour des besoins immédiats de survie. On ne fait pas ça dans le monde animal. Et enfin, ce qu'on ne fait pas dans le monde animal, parce que nous, on fait ça avec une idiotie incomparable, inégalée, c'est la persistance, surtout que l'on a, dont on fait preuve, alors qu'on est en totale conscience des conséquences. L'humain sait ce qu'il fait et il continue quand même. Ça, c'est inégalé. Ce en quoi on est vraiment, mais on est moins que des bêtes, quoi. On est plus con que des bêtes. Ça, c'est sûr. On est peut-être plus développé intellectuellement. On a un intellect, on a de la connaissance et du savoir, mais là, voilà. D'où l'antagonisme entre ce savoir et cette conscience. On n'utilise pas notre conscience et donc on en arrive à un niveau de bêtise. Ça c'est un non-sens, c'est totalement ubuesque. Pourtant, il y a une abondance naturelle qui est largement suffisante, mais qui est totalement détournée de son usage à chaque fois. La planète, elle dispose de tas de ressources, de cycles de régénération qui sont prévus, qui sont largement suffisants pour une espèce humaine, hein, en cohabitation avec des espèces animales, mais une espèce justement humaine qui est capable de les comprendre et qui serait capable de s'y ajuster, voire de développer une technologie pour permettre de s'y adapter encore mieux et d'assurer encore mieux cette régénération. Il y a pas mal de sociétés humaines qui ont pu le démontrer à différentes échelles avant la nôtre, avant l'industrialisation. Hein. Donc vous pouvez le voir aussi dans des peuplades reculées. Ils ont d'instinct cette manière de co-gérer ou de faire en sorte de cohabiter avec un environnement et de lui permettre de se régénérer. Donc rien n'oblige la technologie à être antagonisme avec cet équilibre. Hein. Une intelligence, elle est alignée. Elle aurait pu faire, en gros, une gestion, elle aurait pu organiser une gestion régénérative plutôt qu'une extraction maximale et un pillage des ressources sans aucune boucle de rétroaction. Voilà. Donc le décalage, il n'est pas intelligence contre la nature, il n'est pas technologie contre la nature, mais intelligence détournée totalement de sa fonction initiale qui aurait dû être, puisque c'est une fonction de développement, on aurait dû être au service du développement du vivant tout entier. Donc cette intelligence détournée de sa fonction régulatrice, elle a été utilisée pour l'accumulation à court terme d'une masse d'individus, hein, d'un groupe, au détriment d'autres, et surtout au détriment de l'ajustement de la capacité réelle du vivant. Alors, l'IA, puisqu'aujourd'hui, le défi technologique, le défi d'ampleur, qui est là à notre porte, c'est même plus à notre porte, on est déjà dedans. L'IA, c'est un amplificateur de désalignement, hein, mais ce n'est pas sa cause. Hein. L'IA, elle fait que démultiplier à grande échelle et à grande vitesse la tendance qui est décrite. Ce en quoi d'ailleurs, ce serait pas mal même, c'est même peut-être notre dernière chance de par le fait que l'IA, elle nous met face à des réalités, c'est peut-être notre dernière chance de nous en sortir. Soit
Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas trois solutions, il y en a deux. Soit l'IA, elle est mise au service d'un réalignement, c'est-à-dire qu'elle permet à l'humain de libérer du temps, de l'attention, de l'énergie, mais pour se tourner vers soi, pour son développement personnel, pour son éveil personnel, qui entraînera un éveil de la globalité, et donc aller du service de soi au service des autres, et en complément, pas l'un à la place de l'autre, le service de soi et le service des autres. Soit l'IA, elle sert à continuer à automatiser l'évitement. Cet évitement qui est, on évite de prendre en compte les réalités de la situation, à la fois de l'écosystème global, des ressources de la planète, mais aussi de l'état de l'humanité, des besoins humains, des besoins sociaux et autres. Donc, on a soit une IA qui libère l'humain pour l'éveil, ou une IA qui capture son attention dans un divertissement infini. Pourtant, c'est la même technologie. Mais simplement, il y a une chose qui diffère, c'est la conscience, c'est l'intention de celui qui va la déployer. Voilà. Donc, sans réalignement, le risque, c'est le risque d'une humanité totalement anesthésiée, coupée du réel par ses propres outils. C'est l'image d'une population qui est enfermée devant des écrans pendant que le monde se délite autour d'elle. Et c'est pas de la science-fiction. Si la tendance actuelle se poursuit, c'est un peu le film de Spielberg, là, Ready Player One. Vous avez des gens qui sont tassés dans des containers, dans des bidonvilles, les conteneurs sont empilés, ils sont tous plongés dans leur casque de réalité virtuelle, ils vivent cette réalité virtuelle qui est l'oasis, un monde merveilleux. Mais pendant ce temps, autour d'eux, c'est le chaos total. Et puis, sans qu'ils s'y prêtent attention, ils deviennent des légumes. Voilà. Et puis, c'est au profit quand même d'un mec, celui qui détient l'oasis. Voilà. Donc, contrairement à l'humain, lui, l'animal, il reste toujours en prise directe avec la réalité. Tout ce qu'il va faire, c'est en tenant compte de la réalité, de ce qui se présente à lui pour la survie. Et il n'a pas d'écran d'évitement possible, lui. Il ne se mure pas dans des idéologies, il ne se mure pas dans de la technologie, il affronte la réalité. Et nous, c'est là où je dis on est complètement idiots, on n'est plus con des animaux, mais réellement on est bête avec tout ce dont on a à disposition, que ce soit ressources et surtout connaissances et savoir que n'a pas l'animal. Eh bien nous, non, nous, on se soustrait à toute cette réalité et puis on développe une technologie à la con, on reste enfermé, puis on va vers une IA dont éventuellement, potentiellement, elle pourrait nous réduire à l'état de légumes. Je pense que le terme est bien choisi. Donc, soit la connaissance vertueuse, oui, ça serait la solution, ça serait la clé de l'évolution versus l'involution. Parce que ce qui traverse tous ces constats, c'est que oui, la connaissance, ça reste la clé, mais à condition d'être vertueuse. Je viens de le dire. C'est-à-dire à condition d'être réintégrée au service du soi et des autres et du vivant, naturellement, plutôt qu'accumuler par l'ego, pour l'ego individuel et pour les égos au sens large et pour l'ego des élites de pouvoir, que ce soit des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, des pouvoirs religieux. C'est la même chose, c'est la même limonade. C'est des égos qui détiennent ce pouvoir-là, qui fait qu'ils concourent à notre perte, quoi. Donc, ça ne sera jamais le savoir qui pose problème en lui-même, c'est son détournement en fonction de sa cause, détournement de sa cause première, qui est l'éveil. Voilà. Alors, c'est vrai que on pourrait me dire face à ça, oui, ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, chaos, c'est quelque chose de récurrent. Oui, la loi du rythme, la loi universelle du rythme, la loi des cycles, etc. Oui, c'est vrai que ça existe. Alors, face à je dirais, il y a le constat, on l'a fait, il est clair. À l'échelle de la planète, il n'y a aucun dirigeant, aucun, qui ne tire véritablement le signal d'alarme. Aucun. Alors, un véritable signal d'alarme, j'entends quelque chose qui soit à la hauteur de l'urgence. Ils le décrivent tous. Ils le décrivent tous. Mais surtout, on ne sort pas du système. On n'est pas out of the box. Non, jamais.
il y a une absence totale de sursaut collectif. Malgré des décennies d'alertes scientifiques, mais qui soient toutes convergences, qui ne sont pas des détails, hein, c'est une démonstration affligeante en temps réel du désalignement entre le savoir et une gouvernance responsable. Ça n'existe pas. Alors, hormis peut-être dans quelques micro-sociétés sur certaines zones du Pacifique ou ailleurs, bon, vous m'avez compris. Et cette défaillance-là, cette défaillance du désalignement, cette défaillance de gouvernance, eh ben, elle n'a qu'une seule explication. Hein. C'est la gangrène des égos assoiffés de pouvoir qui phagocytent les structures de gouvernance et qui empêchent mécaniquement toute décision réellement au service d'un collectif. Ça n'existe pas, nulle part, nulle part. Un égo non travaillé, non éveillé, un égo, il cherche structurellement à se préserver, il cherche structurellement à s'étendre, il ne cherche pas à partager, il cherche juste à garder ses acquis pour être par peur justement d'être mis en péril. Il ne cherche pas à partager, il cherche à s'étendre. Donc, jamais à servir au-delà de lui-même, un égo. Hein. C'est pourquoi l'éveil, c'est la seule solution, parce que tu vois bien à titre personnel, tu vois de quoi est fait ton ego, tu vois que c'est des mécanismes de compensation, qui sont des mécanismes de régulation par rapport à des peurs, par rapport à des blessures, juste parce que tu as une connaissance totale de ce que réellement tu es, de réellement les besoins qui sont les tiens, de comment tu pourrais les nourrir sainement, et que ce faisant, tu n'aurais plus besoin de rester enfermé dans du conditionnement, ce faisant, tu n'aurais plus besoin d'avoir forcément peur, puisque ce faisant, tu saurais exactement ce qui te correspond, et ce qui te correspond naturellement étant en disposition. Voilà. Donc c'est pourquoi seul l'éveil constituerait une solution véritable. Le service des autres apparaîtrait, qui ferait apparaître le besoin du service le service des autres apparu directement du travail sur le service de soi, découlant du service de soi. Voilà. Mais le besoin du service de soi reconnu, une fois qu'il a traversé, une fois qu'il soit dépassé, on arrivera au service des autres. Voilà, inversement. Mais c'est pas le contourner le service des autres, c'est pas la manière d'évoluer. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, faute d'une gouvernance éclairée, capable de traduire la connaissance en action, des actions vertueuses, hein, j'entends, l'échéance du basculement vers une forme de chaos, une forme de déclin, elle est d'autant plus proche que c'est plus une perspective lointaine, selon moi, mais c'est juste une trajectoire qui se rapproche, hein, et qui est désormais tangible. Voilà. Bon, voilà, on l'a dit, le chaos, l'histoire montre que finalement, toutes les civilisations, aucune n'a été éternelle, elles se sont toutes succédées. À un moment donné, on est tous dans un écosystème terrestre. On peut avoir une évolution globale de l'écosystème humain qui faille que civilisation après civilisation, on s'améliore quand même. Hein, c'est pas interdit de le penser. Hein. Donc, le basculement vers le chaos global, il est hautement probable. C'est pas encore une certitude absolue à 100%, mais c'est bien bel et bien notre ligne de futur. Le problème, c'est est-ce qu'on peut changer de ligne de futur? Alors, soit on peut, soit on peut pas. Et dans les deux cas, il y a une même trajectoire qui va se dessiner pour ceux qui vont être plus dans l'éveil, ceux qui vont avoir travaillé sur eux. Alors, soit le basculement est acté, le déclin est acté, le chaos, là, c'est sûr. À ce moment-là, ceux qui sont un peu éveillés, ils auront pris connaissance, et ceux qui auront pris connaissance d'abord de leur fonctionnement propre, qui auront su s'émanciper de leur propre turpitude, qui auront simplement appris à satisfaire sainement leurs besoins, et qui ont pris l'habitude de ne plus se perdre dans les compensations, de ne plus se perdre dans des postures totalement égotiques. Hein, voilà. Donc ceux-là, en conséquence, ils auront aussi appris le sens du collectif, hein, et ils auront appris le sens du tous unique et tous unis, qui est propre justement à notre univers. Ceux-là l'auront compris, ceux-là, ils l'auront intégré. Et donc, ils auront compris la nécessité d'appliquer leur démarche personnelle à un autre niveau, à leur écosystème. Et ceux-là, ils ne seront pas forcément les seuls à traverser l'épreuve, mais ceux-là, ils vont porter la mémoire, ils vont porter la lucidité, ils vont avoir les repères, eux, nécessaires pour construire, s'ils font partie des survivants, autre chose
de ce qui va s'effondrer. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est une chance. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là, on ne les entend pas. Ceux-là, les initiatives les plus vertueuses puissent-ils avoir, elles restent très, 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 très localisées. Voilà, il n'y a pas de croissance d'échelle. Donc, soit l'issue est incertaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on va vers le chaos, mais là, les mêmes vont jouer aussi le rôle de pont. C'est eux qui vont être le plus à même à jouer un pont. S'il y avait une prise de conscience au niveau des classes dirigeantes, encore faudrait-il qu'ils aient intérêt, il faudrait savoir qui fait partie de ces classes dirigeantes. Eh bien, bon, si ceux-là, ils pourraient jouer un rôle de pont entre effectivement l'ancien système, ceux qui font partie de l'ancien système, et devant la nécessité impérieuse de mettre en place quelque chose de plus vertueux. Avant toute bascule, disons qu'ils pourraient influer sur les valeurs et les modes de gouvernance qui soient plus raisonnables à mettre en œuvre pour un retour à quelque chose de vivable, et quelque chose de plus vertueux, quelque chose de pérenne. Et dans tous les cas, c'est le détachement du matérialisme et de l'individualisme, du chemin individuel qui va être réalisé dans l'éveil, qui va réduire mécaniquement, en tout cas, la souffrance de ceux qui sont face à l'effondrement. Ça, la souffrance, de toute façon, elle est toujours largement proportionnelle à l'attachement à ce qui s'effondre. Donc, de toute façon, le travail que tu fais pour toi à titre personnel, c'est déjà un travail pour te libérer toi, pour t'émanciper toi, pour aller vers un mieux-être personnel. Et une fois que tu as vu que c'est pas si con et ça fonctionne plutôt pas mal, tu te dis mais pourquoi je peux pas faire œuvre de service aux autres justement et d'essayer d'œuvrer pour qu'on puisse le faire à un échelon sociétal, à l'échelon de l'écosystème tout entier. Voilà. Bon, c'était des questions que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était des questions sur lesquelles, le cas échéant, tu peux réagir et puis ce sera avec plaisir.